Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina sur ici-tout.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ici-tout.tv. Téléchargez l'appli. Nous sommes le jeudi 19 février. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver, merci d'être avec nous aujourd'hui, que vous nous écoutiez à la radio, sur l'application audio ou encore sur RDI de 5h30 à 6h. Ça nous fait plaisir de vous savoir à l'écoute. Content d'être là aussi avec plus de voix qu'hier. J'ai eu peur un peu que cette voix m'abandonne à un moment donné. Mais non, tout est bien. J'ai pas crié hier durant le match Canada-Tchéquie. Je me suis abstenu. Et pourtant. Oui, pourtant. Vous étiez évanoui? Non. Je voulais être en mesure de travailler ce matin, mais effectivement, j'étais sur le bout de ma chaise. Quel match de hockey. On va en reparler, bien sûr, à l'émission Au Sport avec Jean-François. On va aussi revenir sur une étude qui paraît ce matin de l'Institut du Québec et qui présente un portrait de cette guerre tarifaire, les conséquences de cette guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, comment ça affecte les entreprises au Québec. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous présenter ce portrait-là. On va aussi parler plus tard à l'émission avec Élise Jeté. Bonjour Élise. Bonjour Mathieu. On va revenir avec vous sur les palmarès de vente de musique. Oui, en 2025, donc on sait qui a vendu le plus d'albums durant la dernière année. Parce qu'il se vend encore des albums. Il se vend encore des albums. Vous aviez l'air surpris tout à l'heure quand je vous en ai parlé. Maintenant, avec la musique en ligne, honnêtement, c'est... Oui, c'est plus rare. C'est plus rare. Mais ça rend ça d'autant plus important et prestigieux, en fait, d'en vendre. J'ai envie de vous garder le punch pour tantôt. OK. Moi, je gagerai un petit 2 sur Taylor Swift, mais on verra. Un 5. J'irai avec un 5. Mais comme je ne suis pas parieur, je vais m'abstenir. D'accord. OK, à tantôt, Élise. Bon, Véronique Méran est là pour les prévisions de la météo. C'est quand même pas mal plus froid ce matin. Oui, ça paraît ce matin sous la barre du moins 10, moins 7 au centre-ville, moins 11 en périphérie de Montréal. Il y a du moins 20 par endroit. Secteur de l'Estrie ce matin, moins 15, moins 17, Laurentides, la Naudière, moins 13 en Outaouais, moins 8 à Québec. Alors oui, un peu plus froid, mais un ciel assez dégagé. Alors, une belle journée quand même en perspective. On verra le soleil et les températures vont remonter. Moins 1, 0. Autour de ça, ça se prend bien. C'est pas le grand printemps, mais disons que c'est quand même du temps là, qui fait du bien. Un ciel qui va rester dégagé la nuit prochaine, donc ça va rechuter les températures près de la barre du moins 10 à Montréal. On sera tout près de celle des moins 15 vers l'Estrie, les Laurentides. Et là, le scénario pour les prochains jours, donc à partir de vendredi, ça va s'ennuager. Et on attend de la neige, pour la fin de semaine. Mais là, combien exactement tous les modèles ne s'entendent pas? Je dirais que le scénario à privilégier en ce moment, ce sont les régions les plus au sud qui seront touchées seulement. Les gens de l'Abitibi, l'Est du Québec, là, ça n'ira pas du tout de ce côté. On ira avec un 2 à 5 cm dans la nuit de vendredi à samedi pour les régions les plus au sud. Ça pourrait être un 5 à 7 cm du côté de l'Outaouais. Et là, tout dépendra de la fin de semaine comme telle. Samedi, dimanche, il y a encore des averses de neige résiduelles. Beaucoup d'instabilité derrière ça. Donc, si ça s'accroche un petit peu plus longtemps, on pourrait aller chercher 1 cm ou 2 samedi, 1 cm ou 2 dimanche. Donc, au final, ça nous en donnerait un petit peu plus. Mais disons que le principal va tomber dans la nuit de vendredi à samedi et on s'attend un peu moins de 5 cm pour le Grand Montréal. Les régions plus au nord, il y en aura moins et ça ne touchera même pas le secteur de Québec. Si on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, du côté de l'Abitibi, justement, il fera beau aujourd'hui et demain. Température maximale, moins 3, moins 5 degrés. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord aussi, c'est du beau temps. On y va avec un dégagement qui va se faire du côté de la péninsule gaspésienne. Des températures de moins 4 à moins 7 pour le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, moins 1, moins 3 pour la Gaspésie et la Côte-Nord. Du côté de l'Ontario, cette neige continue de tomber sur les régions plus au nord, 5 à 10 cm supplémentaires aujourd'hui. Vers le centre, c'est plus calme, mais il y a quand même des flocons. Beaucoup de vent aussi. Les vents vont diminuer en intensité cet après-midi. Encore un peu de bruine verglaçante possible dans le secteur de Toronto. Le soleil est présent vers Ottawa, mais ça va s'ennuager cet après-midi. Le maximum, c'est 0. Beaucoup de brouillard du côté de Windsor aussi. Quelques averses à venir, même un risque d'orage cet après-midi. Dans l'ouest, après une première moitié de février historique, côté douceur, là, du côté de l'Alberta, la Saskatchewan,
L'hiver reprend ses droits, je dirais assez fermement. On est sous la barre des moins 25 ce matin. Il est tombé 44 cm de neige dans le secteur de Cold Lake en Alberta. C'est là où il en est tombé le plus, un peu au nord-est d'Edmonton. Edmonton, Calgary, on est allé chercher 25, 30 cm. Donc, tout ça est maintenant terminé dans l'ouest. Le soleil est là, mais les températures ont chuté. Alors, maximum prévu, moins 15, moins 16 du côté de l'Alberta aujourd'hui, moins 19 sur le sud de la Saskatchewan et moins 5 sur le sud du Manitoba, où là, il reste encore un petit peu de neige, mais quand même, le gros des accumulations sont déjà au sol. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Oui, il y avait de quoi hier pousser des cris en regardant les Jeux olympiques. Oui. Des cris de joie, d'excitation. Oui. On va parler du hockey tout à l'heure, mais parlons de cette médaille d'or. Quelle belle course de Steven Dubois. Oui, Steven Dubois qui a remporté l'or à l'épreuve du 500 mètres sur courte piste hier à Milan-Cortina. Dubois qui est passé en tête dès le départ de la course en imposant un tempo assez lent au peloton. Il l'expliquait en entrevue que c'était une stratégie rarement utilisée, mais pratiquée par contre. Il a donc su contenir ses adversaires en accélérant par la suite. Il n'a jamais été inquiété pour passer le fil d'arrivée. A eu l'air de mener de bout en bout, mais c'était plus compliqué que ça. William Danginou, qui partait en 4e position sur la ligne de départ, a tenté de remonter le peloton, mais il a été disqualifié pour une tentative de dépassement un peu juste. Les frères néerlandais, Mels et Jens van Valt, ont décroché respectivement l'argent et le bronze. Pour Dubois, qui était le favori pour l'épreuve, c'est le champion du monde en titre sur 500 mètres. Il s'agit d'une deuxième médaille à Milan-Cortina, après l'argent obtenu au relais mixte 2000 mètres, et il compte maintenant 5 médailles à sa collection olympique, mais c'était sa première en or individuel. Maxime Lahoun de Montréal a chuté en finale B, s'est classé 8e de l'épreuve. Il y avait également le 3000 mètres. Les Canadiennes, le relais 3000 mètres, ont remporté la médaille de bronze. Le quatuor canadien composé de Dana Eblay, Kim Boutin, Florence Brunel et Courtney Sarro s'est maintenu en tête pendant de longs moments dans cette finale. On avait l'impression qu'elles allaient gagner, mais des erreurs techniques à la fin de la course les a reléguées jusqu'en 3e position. Quand même une belle médaille de bronze pour le relais féminin. Reste donc en patinage courte piste le 5000 mètres chez les hommes, la finale vendredi, le 1500 mètres féminin vendredi également. Encore du beau patinage donc à venir pour nos équipes canadiennes. Parlons donc de hockey. Je pense qu'il y a bien des gens qui étaient sur le bout de leur siège. Pour vous donner une idée de la folie du hockey, à l'école, sur l'heure du dîner, les enfants, à l'école des enfants, on a projeté le match tellement il y avait un engouement. À peu près tout le monde devait suivre ça hier. Et vous savez, j'entrevoyais déjà ce moment, Mathieu, où on allait parler de cette défaite du Canada. J'étais en fin de match et je me disais, comment est-ce qu'on va aborder le tout? On va en parler longtemps. On va se mettre à dire que... oui, c'était vraiment... On était plongé là-dedans. Où est votre positivisme légendaire? Et la célèbre phrase, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Oui, je sais, mais des fois, on dirait que c'est fini, par contre. Et la famille était positive, mais pas moi. Et donc, on en a eu des sueurs froides lors de cette victoire du Canada 4-3 contre la République tchèque en prolongation. Mitch Marner a marqué le but victorieux. Il a déjoué le gardien Lucas Dostal d'un tir du poignet spectaculaire après une échappée à 3 contre 3. Un jeu très difficile à réussir, a-t-il dit, dans le sens qu'il ne tente pas souvent ce type de jeu. La Tchéquie qui a surpris le Canada avec du jeu robuste et une défensive hermétique menait 2-1 en fin de première période. Le Canada se dirigeait vers une défaite qui semblait inéluctable avec 3 minutes 27 à jouer. C'était donc 3-2 pour la République tchèque. C'est là que j'avais abandonné. Mais heureusement, Nick Suzuki, lui, n'avait pas abandonné. Et un habitué des remontées spectaculaires avec le Canadien, je me disais, il a de l'entraînement. Nick Suzuki, il est habitué. Donc, a marqué le but égalisateur en faisant dévier le tir de Devon Toews à la suite d'un jeu qu'il avait orchestré lui-même. Il a tout fait sur ce jeu pour pousser le match en prolongation. Et le gardien Jordan Binnington a été excellent aussi. Il a fait face à 24 tirs, a effectué plusieurs arrêts clés pour garder son équipe dans le match dans les dernières minutes du match, entre autres. Là, il a été très, très bon. Plus tôt en matinée, la Slovaquie a défait l'Allemagne 6-2. La Finlande a défait la Suisse également en prolongation 3-2. Arturi Lekonen, un ancien du Canadien de Montréal, avec le but vainqueur. Les Américains, ça a été serré aussi. Finalement, ça a été assez exaltant, ces quarts de finale. Ça s'est terminé en prolongation. Là aussi, les Américains l'ont emporté 2-1 en tir de barrage grâce à un tir de... Pas en tir de barrage, mais en prolongation grâce à un tir de foudroyant de Quinn Hughes. Et ça va donc nous mener aux demi-finales vendredi. Canada-Finlande, États-Unis-Slovaquie. Et aujourd'hui, c'est la finale du hockey féminin. Ne pas manquer. On sera encore énervé, j'ai l'impression, à 13h10. Canada-États-Unis. Et j'ai hâte de vous parler de la victoire des Canadiennes demain. Oui, il faut partir avec l'esprit positif. Le mental. C'est peut-être trop positif, par contre, mais on verra bien ce qui va se passer. Ça n'a pas été facile depuis le début de la saison contre les Américains. Alors, c'est un gros défi. Mais il faut remporter le match qui compte. Oui, exactement. C'est là que ça se passe. Merci, Jean-François. Merci. Salut. Juste
avant de faire la revue de presse et de ce qui se retrouve à la une des différents quotidiens, une nouvelle de dernière heure, selon ce que rapportent plusieurs médias britanniques, dont la BBC. L'ancien prince Andrew Mountbatten Windsor, frère donc du roi Charles III, a été arrêté selon la BBC pour faute personnelle dans l'exercice de ses fonctions publiques. On sait que son nom revenait souvent dans le dossier Epstein, donc c'est vraiment une nouvelle de dernière heure. Peu de détails à cette heure-ci, mais selon plusieurs médias britanniques, dont la média publique, la BBC. Donc, Andrew Mountbatten Windsor arrêté pour faute professionnelle dans l'exercice de ses fonctions. Ce sera à suivre aujourd'hui. Je voulais vous donner tout de suite la nouvelle alors que ça vient tout juste de sortir. On parlait de hockey avec Jean-François et l'équipe, c'est ce qui fait la une de plusieurs quotidiens un peu partout au pays, cette victoire de l'équipe canadienne. D'ailleurs, la presse plus titre ouf pour ce qui est de l'équipe de hockey, oui, parce que c'est passé tout près. Et wow pour l'or de Steven Dubois. Donc, vous aurez le résumé de ces compétitions et de comment ça s'est passé pour nos athlètes canadiens dans la presse de ce matin, qui nous présente également un dossier de Mélanie Marquis sur l'école à la maison qui fait des petits. On nous dit que, évidemment, propulsé par la pandémie, l'école à la maison reste attrayante pour des milliers de parents qui choisissent eux-mêmes donc d'instruire leur enfant pour des raisons pratiques, pour des raisons idéologiques dans certains cas. Donc, une augmentation quand même, 50% plus d'élèves scolarisés à domicile qu'en 2019-2020, donc tout juste avant la crise sanitaire. Difficile, par contre, selon les spécialistes interrogés par la presse, de voir un courant ou un phénomène qui pourrait expliquer cette augmentation. Certains disent qu'il n'est pas exclu que des discours faisant, par exemple, promotion de la valeur familiale traditionnelle, porté par plusieurs influenceurs, entre autres sur les réseaux sociaux. Ça a percolé au point de faire gonfler ces chiffres-là, mais c'est difficile de le dire. Mais quand on remet tout ça en perspective, même sur une augmentation de jeunes scolarisés à la maison, il s'agit quand même d'un pourcentage inférieur à 1% de l'ensemble des élèves. Donc, dossier à lire dans la presse de ce matin. En une du Journal de Montréal, Suzuki sauve le Canada. On revient aussi sur ce match de hockey avec donc cet exploit du capitaine du Canadien de Montréal qui a réussi à amener l'équipe canadienne en prolongation et donc l'équipe a finalement pu gagner ce match. Sinon, on nous parle de départ des médecins, une hémorragie de départ. Un nombre record de 1064 médecins étaient désaffiliés du régime public québécois au début du mois. Donc, désaffiliés de la Régie de l'assurance maladie du Québec en date du 4 février. Il s'agit du plus grand nombre jamais enregistré par la RAMQ depuis 2019. On nous dit depuis 5 ans, écrit Héloïse Archambault dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, que l'attrait du privé est en pleine explosion, même si les gouvernements ont réussi ou le gouvernement a réussi à limiter les départs au cours des 10 derniers mois. Donc, vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal de ce matin. En une du Devoir, on nous raconte une histoire en immigration. C'est Lisa Marie Gervais qui nous parle d'une jeune mère renvoyée vers la violence qu'elle a fui 4 mois après après avoir accouché, pardon. La mère en question, qui a quitté son pays natal, la Guinée, en 2022, sera expulsée du Canada sans qu'une évaluation des risques ait été menée. Elle est détenue actuellement au Centre de surveillance de l'immigration de Laval. Donc, la jeune Guinéenne doit se faire expulser du Canada, donc loin aussi de son enfant, le 26 février, dans quelques jours. L'Agence des services frontaliers du Canada renverra la jeune femme de 24 ans dans son pays, alors qu'elle pourrait de nouveau être victime de violences, même s'il n'y a aucune évaluation qui a été menée. Par contre, la femme présente de nombreuses cicatrices lorsqu'elle est arrivée au Canada, des blessures sur son corps s'apparentant à des brûlures, mais semble qu'au moment de son arrivée, elle n'avait pas les bonnes informations au sujet de ses parents, elle n'avait pas l'information au sujet de ses parents biologiques, et pour cette raison, on a décidé donc de la renvoyer vers son pays. Dossier à lire dans Le Devoir de ce matin. En une du Radio-Canada.ca, surchauffe immobilière, près d'une maison sur 2 vendus sans garantie légale. Effectivement, on apprend que les transactions résidentielles qui ont été conclues sans garantie légale au Québec ont explosé en 15 ans. Ça représentait en 2010 environ 4% des transactions, donc les ventes de maisons sans garantie légale. On est maintenant à 43% en 2025, selon l'Association des professionnels des courtiers immobiliers du Québec. Dossier de Jean-Philippe Hughes à lire parce que ça vient évidemment avec des conséquences, moins de protection pour les acheteurs. Vous pourrez lire ça en une du Radio-Canada.ca ce matin.
Jean-Philippe Robillard se joint à nous cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, je le disais au début de l'émission, on a un portrait peut-être un peu plus clair de l'impact de l'imposition des tarifs douaniers par Donald Trump au Québec. C'est l'Institut du Québec qui publie ce matin donc certaines données, les tensions commerciales avec les États-Unis qui n'ont finalement pas entraîné de vagues de mise à pied trop importantes au Québec. Ça n'a pas été catastrophique là, sur le plan de l'emploi. Oui, contrairement, Mathieu, à ce qu'on anticipait il y a un an quand le président américain Donald Trump, on le sait, a annoncé toute une série de tarifs douaniers à presque tous les pays du monde, dont au Canada, c'est son principal partenaire. Alors, on s'attendait à ce que ça allait entraîner des pertes d'emplois importantes. On craignait même, vous en souvenez sans doute, à un certain moment, une récession ici au pays parce que les États-Unis sont notre principal partenaire commercial. Alors, même si, depuis un an, Mathieu, il y a eu un recul des exportations vers les États-Unis, il n'y a pas eu de scénario catastrophe comme on l'anticipait. Selon l'Institut du Québec, le nombre d'emplois dans le secteur manufacturier est resté stable. Il n'a presque pas bougé, là, selon l'étude, depuis un an. On écoute la PDG de l'Institut du Québec, Emna Abraham. Il y a eu plus de peur que de mal. Le marché de l'emploi québécois s'en est plutôt bien tiré. On regarde, par exemple, notre secteur manufacturier, qui est le principal exportateur vers les États-Unis. Le niveau d'emploi est resté relativement stable au cours de l'année. Ça n'a pas beaucoup augmenté, mais ça n'a pas non plus beaucoup diminué. Et ça s'explique d'une part parce que les tarifs en eux-mêmes ont été moins importants qu'anticipés. Il y a eu beaucoup de menaces. Au final, il y a eu beaucoup de tarifs qui ont été retirés, ou en tout cas les produits qui étaient conformes à l'accord de libre-échange en ont été exemptés. Donc, il y a eu ça. On parle beaucoup de diversification. Il y a certains manufacturiers qui ont réussi, même si c'est difficile quand même, à aller exporter leurs produits à l'extérieur des États-Unis. Mais c'est intéressant, Mathieu, donc des entrepreneurs ici, donc au Québec, qui ont réussi à trouver d'autres marchés là, pour compenser, dans le fond, ce qu'ils auraient perdu du côté américain. Oui, donc des efforts qui ont porté fruit. Reste que des entreprises sont plus durement touchées. Oui, dans ce secteur, en fait, c'est dans certains secteurs de l'économie qui sont encore plus dépendants du marché américain. On pense, entre autres, vous ne serez pas surpris, là, au secteur du textile, secteur forestier, au domaine du cinéma également. Alors, dans ces secteurs-là, où il y a environ le tiers des emplois qui dépendent de ce que les Américains achètent, alors on peut comprendre que les entreprises dans ces secteurs-là ont subi davantage les contre-coups, les effets des tarifs de Donald Trump. On écoute à nouveau la PDG de l'Institut du Québec, Emna Abraham. Certains manufacturiers, comme le textile, les produits chimiques, l'aérospatial, la foresterie et l'industrie du film. Donc, quand on prend ces secteurs les plus dépendants de la demande américaine, eh bien là, on se rend compte qu'eux, ils ont connu effectivement une baisse de l'emploi un peu plus importante, 5,1% entre décembre 2024 et décembre 2025. Donc, c'est une baisse qui est plus marquée, mais qui reste quand même loin d'être catastrophique. Surtout que quand on regarde vraiment à l'échelle du Québec, ces secteurs pris ensemble, ils représentent à peu près 10% de l'emploi au Québec. Donc, c'est très localisé. Et l'Institut du Québec nous apprend aussi que la province est sur le point d'atteindre le point de bascule démographique. Oui, ça fait tellement longtemps qu'on en parle de ce déclin démographique du Québec. Mais là, on peut dire que c'est à nos portes, hein, selon l'Institut, d'ici 2009, là, donc au cours 2029, 2029, oui, effectivement. Donc, au cours des 3 prochaines années, au Québec, la population en âge de travailler va diminuer pour la première fois depuis plus d'un siècle. Pourquoi? En raison du vieillissement de la population, selon l'Institut, mais également en raison là, des règles d'immigration qui seront plus strictes. Et ça, ça va faire en sorte que ça va amener un point de bascule, ça va changer le rapport de force et ça va l'envoyer du côté des travailleurs. Intéressante étude donc de l'Institut du Québec qui paraît ce matin. Merci de nous avoir résumé tout ça. Merci, bonne journée. Élise Jeté de retour en studio pour les nouvelles culturelles. Donc les ventes d'albums palmarès mondial, on sait qui a vendu le plus d'albums dans le monde. Et vous gagnez votre pari, Mathieu. Ah, oui, Taylor Swift. Votre 2 piastres, je pense que vous aviez mis là-dessus. Ça, j'aurais besoin de mettre plus. Pour une 4e année de suite, c'est Taylor Swift qui est en tête.
fois de suite qu'elle est au sommet et pour la 6e fois de sa carrière aussi, donc 4 années de suite, mais c'est la 6e fois en tout. C'est un record que l'organisme a qualifié d'historique. Son plus récent album, The Life of a Showgirl, a été lancé en octobre dernier, a signé la meilleure semaine de vente de l'année à ce moment-là, en plus d'être le départ le plus fort de toute sa carrière à elle, de tous ses disques, sa discographie à elle. Derrière elle, on retrouve le groupe sud-coréen Stray Kids, le rappeur canadien Drake, The Weeknd et Bad Bunny qui complètent le top 5, mais Taylor Swift demeure indétrônable. Bravo donc à Taylor Swift, palmarès des ventes de la musique dans le monde en 2025. Parlons d'un groupe montréalais maintenant, La Sécurité, qui annonce la sortie de son 2e album. Oui, ça s'intitule Bingo et c'est attendu le 12 juin prochain. Et pour donner le ton, la formation a dévoilé la pièce titre. C'est un morceau assez énergique aux accents punk qui nous invite à danser et le titre de la chanson vient d'un nom temporaire qui avait été trouvé en studio puis finalement qui est resté là. Les paroles, ce qu'on voulait faire, c'est d'écrire une partie de bingo dans un centre pour aînés, donc assez unique. Nécessairement, on a un petit côté, c'est ça, le groupe est très punk à la base, mais je trouvais ça intéressant qu'on veuille parler de ce qui se passe dans une résidence pour aînés avec ce genre de musique-là. C'est assez spécial. Le groupe précise aussi que la ligne de basse rend hommage au duo rock canadien Death From Above. Bingo, c'est le 3e extrait après Détour et Ketchup, qui étaient 2 autres chansons qui étaient sorties. J'ai fait le tour des titres de l'album et aucune autre chanson de condiment n'est prévue là, après Ketchup. Il n'y avait pas moutarde ou relish non, exactement. À venir. D'accord. Le gouvernement fédéral qui met fin au répertoire canadien des lieux patrimoniaux. C'est une plateforme numérique qui regroupait des milliers de sites reconnus pour leurs valeurs historiques, culturelles ou naturelles à travers le pays. Un outil administré par Parc Canada. Dans certaines provinces et territoires, notamment en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, dans les territoires du Nord-Ouest, c'était le seul guichet central pour consulter ces données-là. Le gouvernement fédéral dit travailler à un remplacement, mais entre-temps, les groupes de défense réclament que les données soient accumulées, préservées quelque part pour qu'il y ait une solution cohérente qui soit mise en place rapidement. Il y a un article complet sur le sujet que vous pouvez lire dans Le Devoir. Monsieur Super Bowl, Bad Bunny, on reconnaît sa musique. Évidemment, lui qui était la vedette de ce spectacle de la mi-temps au Super Bowl, il se lance dans le cinéma? Oui, la vedette portoricaine va tenir le rôle principal du film Porto Rico. C'est un drame historique consacré à un révolutionnaire du 19e siècle. Il va incarner José Maldonado Román, surnommé l'Aigle Blanc, qui a combattu la domination espagnole sur l'île de Porto Rico. Bad Bunny avait déjà fait quelques apparitions au grand écran. C'est pas sa première fois, mais c'est la première fois qu'il porte un film complet sur ses épaules. Donc, après avoir été la vedette des prix Grammy, avoir mené la mi-temps du Super Bowl 2026 commence décidément en grand pour cet artiste. Un gros merci, Élise. Un grand merci à vous. Bonne journée. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous avons cette nouvelle de dernière heure que nous suivons, c'est-à-dire que en lien avec cette affaire Epstein, Andrew, l'ancien prince Andrew, a été arrêté pour soupçon de faute dans l'exercice de ses fonctions officielles. C'est confirmé par les policiers. C'était rapporté depuis ce matin par les médias britanniques. C'est quelque chose, évidemment, qu'on va suivre dans les prochaines heures. Il y aura également des perquisitions menées par les policiers en lien avec cette arrestation. Plus de détails dans nos prochains bulletins. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina sur ICITO.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ICITO.tv. Téléchargez l'appli.